Il y a des dizaines de modèles de plans type de business plan, donc vous devez réfléchir et trouver le bon enchaînement. Je vous donne un exemple de contenu, mais totalement personnel. Ne vous en basez pas uniquement, essayez de trouver le vôtre. Il existe des catégories de personnes ou d'entreprises qui ont un vrai problème, qui ne trouvent pas de solution totalement satisfaisante et que l'on va avoir à cœur de soulager très prochainement, ou mieux, que l'on soulage déjà. Ces gens sont comme ici, ressemblent à ça et fonctionnent de telle manière. On arrive d'ailleurs à les compter et à évaluer leur pouvoir d'achat. Pour les soulager, on pense agir de telle manière, en leur proposant notre offre, qui consiste en ceci, en cela, qui est vendu à tel prix. C'est tout cela qui va permettre de gagner de l'argent, de telle manière, schématiquement. Mieux encore, en copiant le business model de telle ou telle entreprise super successful. Certes, quelques petits malins sont déjà présents, mais il y a de la place pour tout le monde et en plus on pense être le meilleur sur quelques critères déterminants. Et puis surtout, ils ont bien essuyé les plâtres pour nous. On a un ennemi pour nous motiver. Alors oui, il y a plein de boulot, autant au niveau marketing que commercial, ou sur le plan de la production, qui va coûter un peu d'argent certes. Mais nous sommes des gens organisés, et on a une vision claire et très concrète des prochaines étapes à franchir. Bref, on a un plan d'action béton, mais qu'on saura adapter sous le feu de l'ennemi. Tout cela va coûter de l'argent, on pense bien en gagner un jour, et très clairement, on a besoin d'avoir plus que ce qu'on a. Mais voilà les grandes masses et le rythme de croissance que l'on espère, en lien avec ce qu'on vous a dit juste au-dessus. Il y a des risques, nous les avons identifiés, et ils nous font peur, mais au moins on est prêt à les affronter. On a même quelques plans B dans les tiroirs. Voilà, vous savez où on veut aller et comment. On va quand même vous dire qui nous sommes et pourquoi vous pouvez nous faire confiance. À votre disposition pour en discuter. On adore qu'on nous pose des questions, surtout les difficiles. Ça nous aide vraiment à avancer. Fin du document. Sur les quelques 250 business plans que j'ai pu avoir l'occasion de lire ces dernières années et d'analyser, je me suis inspirée de ce type de contenu car sincèrement je pense qu'il convient notamment aux lecteurs investisseurs et il est surtout très adapté aux ambitions d'une jeune start-up technologiquement innovante. Alors, le contenu de votre business plan démarre systématiquement, au vu de ce que vous venez d'entendre, par l'opportunité de créer votre entreprise. La création d'entreprise débute donc par la perception d'un besoin mal comblé. Quelle est donc cette opportunité de marché? Concentrez-vous sur l'opportunité de marché. C'est une partie un peu à part de l'étude et de l'analyse de votre marché. Une sorte de résumé qui explique pourquoi il y a un vrai besoin non satisfait, que vous allez bien évidemment identifier. Cela peut provenir d'une évolution technologique, d'une rupture marketing, d'une installation dans une zone non encore desservie, par un meilleur service que celui apporté par les offres concurrentes, mais aussi par de moindres coûts. Le contenu de votre business plan démarre forcément par l'opportunité de création. Et la première étape à laquelle on s'intéresse est le besoin mal comblé, donc l'opportunité de marché. La deuxième question qu'on se pose lors de l'opportunité de création, c'est pourquoi vous et surtout pourquoi maintenant? Le marché est-il prêt à accueillir un nouvel entrant? Et existe-t-il des barrières à l'entrée suffisamment faibles? Cette partie peut être assez courte. Gardez à l'esprit que c'est une sorte de préambule à l'étude et à l'analyse de votre marché. Vous pouvez la placer soit en introduction de cette partie, soit directement après l'executive summary, avant la description de votre offre. La partie marché décrit les différents groupes de clients. Ce sont vos segments. On explique aussi les grandes règles et évolutions du marché dans son ensemble et on tente de quantifier les opportunités de vente, segment par segment. Pour connaître son marché, en gros la cour de récréation dans laquelle on va jouer, une étude de marché est souvent nécessaire. C'est elle qui va donner les informations brutes pour l'analyse. Gardez à l'esprit les points importants suivants. L'étude de marché part du terrain et reste simple. Et seulement ensuite, elle permet de donner une vue synthétique du marché. Et non l'inverse. Elle doit aussi être proche de sa réalité. Quel intérêt pour votre petit cas personnel de parler de la taille du marché mondial, des évolutions ces 40 dernières années, des études McKinsey ou des panels Nielsen? L'étude de marché n'est pas que quantitative. C'est d'ailleurs un risque de ne pas voir lors de cette phase que des aspects chiffrés. Le plus important réside dans la connaissance de ses futurs clients
et de leur motivation qui permettrait le passage à l'acte d'achat. Plus le marché est clairement délimité, plus il sera facile d'être un expert et un leader. Attention à la micro-niche toutefois, très souvent peu rentable. Donnez une vue dynamique de votre marché en montrant les différents grands changements, ruptures technologiques, législatives, environnementales, fiscales, changements d'habitude des consommateurs également, et tout cela dans une perspective d'avenir. Quand il s'agit de s'intéresser aux clients, qui sont-ils? Dans cette partie, il est possible de donner les noms, ou quelques-uns, et d'en faire un portrait bien précis. Il est important aussi de comprendre leurs habitudes d'achat et sur quels critères ils effectuent leur choix au moment d'acheter. Prenons un exemple de présentation, carte d'identité d'un client. Dans le cas d'une société, start-up du marketing, dont le client principal serait une agence de communication. L'agence type, petite entreprise de communication, créée depuis moins de 8 ans, entre 6 et 10 salariés, travaille pour une vingtaine de clients récurrents, surtout à Paris, spécialisés dans la communication sur le web. N'a pas de créatif en interne, recourt à quelques stagiaires, est fortement dépendante de l'évolution du marché de la publicité. La société paye à 90 jours, voire plus en fonction de cette trésorerie. Ne pas perdre de vue que le business plan n'est pas un exercice scolaire destiné à valider que vous ayez bien fait votre travail d'entrepreneur. L'important est bien ici d'analyser les chiffres et non pas de les étaler pour prouver que vous avez rempli 300 questionnaires ou organisé 5 tables rondes consommateurs, ou encore rencontré 15 entreprises potentiellement clientes. Tenez-vous donc aux chiffres principaux. Un bon moyen, limitez-vous à 7 chiffres dans cette partie. Prévoyez également de faire figurer un paragraphe sur les actions que vous avez menées, questionnaire, rencontres experts, utilisation d'études officielles, focus group, table ronde, test consommateur ou bêta privé, pour qu'on comprenne comment vous avez glané l'information. Ou plus simplement l'étude de marché réalisée par le cabinet auquel vous avez fait appel, mais que vous avez suffisamment travaillé par la suite pour en assimiler et maîtriser les principales informations. Dernier point et aspect, quantifiez votre marché. Il s'agit ici d'évaluer également, segment par segment, combien il existe de clients potentiels et quel est leur panier moyen, leur fréquence d'achat. Cela vous donnera une idée de la taille de votre marché. En conclusion de cette partie, vous pouvez rajouter un petit encadré reprenant les 3 ou 4 informations principales que votre interlocuteur doit impérativement avoir en tête. Votre offre, c'est votre façade pour le client, ce qu'il verra de vous en priorité, de son point de vue. Que ce soit pour un produit ou pour un service, il va falloir que vous expliquiez ce que vous allez lui proposer, à quel prix, sous quelle forme. L'important ici est de ne pas tomber dans la plaquette commerciale. Celui qui lit le business plan n'est pas en mode client. Vous devez donc expliquer plus rationnellement et moins marketingement ce que vous allez proposer. Montrez surtout quelles sont les spécificités de votre offre, ces spécificités qui en font quelque chose d'unique. Où réside son gros avantage? En quoi est-ce qu'il va combler les besoins des acheteurs? Fait-il appel à une technologie nouvelle? Crée-t-il une rupture avec des produits qui existent déjà? Une fois qu'il a bien été décrit, vous pouvez passer à la phase où vous expliquez où et comment vous allez le produire. Essayez de faire comprendre dans quelles conditions il va se dérouler et ce qui est compris dans la prestation. Une approche intéressante également consiste à expliquer ce que le client obtient en payant pour obtenir le service en question. Tout comme un produit, un service est fabriqué à un moment donné. Expliquez comment cela se passe et qui est impliqué à chaque étape. Parlez par analogie en comparant l'offre concurrente existante. Bref, ne pas se perdre dans les détails. Restez objectivement sur les avantages de votre offre et sur les barrières d'entrée que vous érigez pour vous protéger. Votre stratégie propriété intellectuelle, vos avancées technologiques, les difficultés qu'un concurrent pourrait avoir à faire du rétro-engineering. Utilisez quelques visuels produits seulement, à condition qu'ils soient qualitatifs, et terminez par un résumé de 2 ou 3 points principaux. On arrive au cœur de votre business plan, le business model. Alors le modèle d'affaires, ou encore en bon français, le modèle économique, c'est un peu la description générale et concise de la façon dont fonctionne le projet au niveau économique. L'objectif est de faire comprendre rapidement quelles sont les ressources permettant la fabrication du service ou du produit,
comment se passe la création de valeur, comment est organisé l'accès aux clients, qui ils sont et quels sont les flux financiers en jeu. Vous retrouverez une autre séquence sur notre plateforme qui reprend de manière simplifiée mais très parlante le modèle économique ou le business model d'une boulangerie de quartier. Étudier sa concurrence, c'est se poser cette question très simple. Comment font aujourd'hui les clients que je vise ? Et donc, apporter en plus une vue d'ensemble sur une page, souvent sous forme de tableau, pourrait être pertinent. Il est vraiment important de montrer que vous avez compris les enjeux de vos clients et que vous êtes conscient de ce qui se passe sur votre marché. Ne soyez donc pas myope au point de ne pas vouloir voir la vérité. Concurrence directe, produits de substitution, se mettre dans la peau du client est un atout. Utilisez ses concurrents aussi. Prendre du temps pour comprendre pourquoi ils font comme ils font actuellement, les couleurs qu'ils utilisent, les messages qu'ils ont rédigés, le moment où ils prennent la parole, les promos qu'ils font. La solution service au produit à laquelle toute alternative est comparée doit être explicitement développée dans votre business plan. Vous offrez un meilleur service au plus d'options. Vous êtes moins cher, vous êtes plus réactif, vous vous adressez à une partie non couverte du segment. Vous avez une valeur image plus importante. Il est important ici de montrer en quoi vous allez construire des avantages pérennes qui vous donneront à terme un grand pouvoir sur le marché et vous protégeront des attaques de vos concurrents. Comment vont évoluer les concurrents d'ailleurs ? Quelles sont les grandes tendances du secteur ? Comment allez-vous les devancer ? Avez-vous vent des changements chez vos concurrents ? De nouvelles offres, des rapprochements stratégiques, l'émergence d'une nouvelle technologie ou l'arrivée d'un concurrent étranger ? Au final, l'étude concurrentielle est un passage entre votre analyse de la situation et le passage à l'action. Pas besoin de regarder continuellement les autres, ce qui importe après tout, c'est votre client et l'exécution des activités importantes de votre entreprise. Les concurrents peuvent bien faire ce qu'ils veulent. On n'a pas vu beaucoup d'entreprises disparaître uniquement à cause d'eux. C'est presque toujours votre propre faute. Donc, analysez bien les forces autour de vous pour prendre la mesure de la tâche à accomplir et concentrez-vous sur le plan d'action. Vous avez donc maintenant identifié les deux côtés de l'équation de la création d'entreprise, votre offre et la demande à laquelle elle répond. Il faut encore faire le lien entre les deux. C'est l'objectif de votre plan marketing, puis ensuite du plan commercial. En gros, c'est tout ce qui va permettre d'adapter et faire connaître son offre à ces segments de clientèle afin de les conquérir et de les fidéliser. On parle souvent des 4 P en marketing, le prix, le produit, the place, c'est-à-dire la distribution, et la promotion. Ce sont les 4 axes qui vont vous permettre de définir votre gamme de produits en détail, bien qu'on pourrait tout à fait en rajouter d'autres. Afin de rendre plus concret ce plan, il est fortement recommandé de trouver des indicateurs précis et de se fixer des objectifs chiffrés. Quelques exemples d'objectifs concrets. Avoir un taux de marge de X% via tel réseau de distribution, par exemple. Ou encore, récolter X clients grâce à des événements de street marketing. Augmenter ses prix de, par exemple, 10% après 6 mois. Être cité comme l'entreprise la plus qualitative par 60% des prospects après 1 an. Ça peut être un autre objectif. Ou encore, obtenir 10 articles de presse dans votre secteur, avoir X centaines de visiteurs sur votre site web chaque jour, ou en convertir un certain pourcentage. Être invité dans les 3 conférences annuelles dont le sujet est votre cœur de métier. Ou encore, avoir 200 clients via Google AdWords. Ce sont autant d'objectifs très concrets que vous pourrez utiliser pour définir des milestones dans votre business plan. Mettre en place les actions de son plan marketing n'est pas toujours très simple et encore moins gratuit. La communication notamment, tout comme les relations avec vos distributeurs, peuvent nécessiter un peu, voire beaucoup d'argent. Le budget doit donc être réalisé pour permettre le meilleur retour, la meilleure efficacité possible pour chaque euro investi. Il s'agit donc de faire des choix, car il n'est pas possible de tout faire sans rien payer, même s'il est de votre responsabilité d'être ingénieux. Alors pensez à faire figurer quelques éléments financiers dès à présent dans votre business plan. Le plan de communication ne peut se faire sans une politique commerciale, à savoir comment transformer un prospect en client.
Dites dans cette partie quels sont vos objectifs de manière très concrète. Vous pouvez vous aider ici de plusieurs tableaux chiffrés si cela vous est plus aisé pour mieux expliquer. Par exemple, un tableau comprenant le nombre de clients, le chiffre d'affaires à réaliser, la part de marché, le panier moyen pour chaque client ou sa récurrence d'achat, les marges potentielles, mais aussi les moyens humains à utiliser, le coût financier à prévoir ou le coût tout simplement d'acquisition d'un nouveau client global. Quelques exemples d'étapes à mentionner. Les prospects non qualifiés. Ce sont eux qui composent votre marché potentiel. En gros, vous ne savez vraiment pas grand-chose d'eux. Les prospects qualifiés, ce sont tous les gens qui sont identifiés chez vous et avec qui vous avez entamé une relation. Les prospects dits chauds, vous avez avec eux une relation avancée, même s'ils n'ont pas encore commandé ou contractualisé. Les primo-clients, ce sont ceux qui sont clients chez vous pour la première fois. Les clients récurrents, ils recommandent chez vous, vous les connaissez donc de mieux en mieux. Et les anciens clients, ils n'ont pas recommandé chez vous depuis un certain nombre de mois. Ils sont donc à relancer. Après tout, un client n'est pas un client et c'est tout. Avant de le devenir, il passe par plusieurs phases qui durent plus ou moins longtemps. D'ailleurs, même en tant que client, il connaît différents stades. Et puis un jour, même, il n'est plus du tout client. Ah, le méchant. Toutes les phases prennent donc un certain temps et nécessitent de votre part de convaincre le ou les acheteurs, vous permettant de passer au niveau suivant de votre relation commerciale. Pour chacune de ces étapes, on cherchera donc à évaluer ce qui fait la différence, mais aussi le taux de transformation pour passer d'une étape à l'autre. Et donc dans votre business plan, montrer que vous avez compris comment fonctionne votre marché au niveau commercial est un vrai plus. Travaillez donc bien cette partie, soyez vigilant sur la qualité du contenu. Votre plan commercial doit, en résumé, expliquer de façon simple comment vous allez aller chercher vos clients, avec les dents, de toute évidence, de manière pérenne, de préférence, et en sachant combien il est possible d'en obtenir avec vos moyens humains, matériels ou financiers. Le business plan, c'est d'abord un outil. Et un outil, ça aide à former ou à transformer le réel. L'idée du plan d'action, c'est donc de montrer votre capacité à entrer dans le réel et à transformer votre vue d'esprit en une réalité très concrète. Et surtout une réalité rentable. Le plan d'action montre également votre capacité de gestionnaire de projet, de personne capable d'utiliser des ressources limitées, et ce du mieux possible, pour obtenir des résultats. Le plan d'action peut se présenter sous la forme d'un tableau, permettant plusieurs choses, à savoir définir des actions concrètes, domaine par domaine, mettre en face de ces actions des objectifs quantitatifs ou qualitatifs, mais toujours exprimés de manière précise, également lister les ressources allouées ou disponibles pour chaque action ou domaine, distribuer les responsabilités entre les différents membres de l'équipe. La bonne façon de remplir le tableau et de réfléchir et de partir de la situation à 3 ans. Pour chacun des grands domaines, définissez donc quelle devra être la situation et les objectifs en se projetant dans le cas où ils ont été remplis. On revient ensuite en arrière en se repositionnant cette fois-ci à 1 an, en refaisant exactement le même travail avec un peu plus de détails cette fois-ci. Qu'est-ce qui doit avoir été fait dans les 12 mois pour que l'on parvienne à réaliser ces objectifs à 3 ans? Même principe, toujours avec plus de détails encore pour les objectifs à 3 mois. On a désormais de plus en plus de lignes dans le tableau. Mettre la situation à 3 ans à droite, par exemple, et revenir vers la gauche, avec un niveau de détail plus important. On arrive alors à la dernière étape, les actions. On a en effet défini pour le moment les objectifs et les situations idéales. Dans votre colonne par exemple de gauche, on va donc mettre les actions très concrètes censées être accomplies dans les prochaines semaines et définir qui en sera responsable, action ou tâche par tâche. Pensez à agrémenter votre tableau par exemple avec le nom du responsable pour chaque action. Quelle sera la deadline par action? Ensuite, des chiffres et encore des chiffres. Aussi, une meilleure mise en page, du gras, des couleurs, des cellules Excel mieux aérées et un détail des ressources mobilisées, base de données, ressources humaines internes, l'argent, les prestataires. Vous pouvez travailler sur Excel si cela vous est plus simple, mais aussi sur du paperboard avec des post-it pour préparer cette étape, puis en faire un condensé et l'intégrer dans votre business plan.
Le compte de résultat donne une vue plus dynamique et opérationnelle de votre projet. En tête, le chiffre d'affaires que vous comptez réaliser. Ensuite, on commence à retrancher toutes les charges variables, puis toutes les charges directes, puis toutes les charges fixes, qui est une activité commerciale ou pas. Le plan de financement initial indique de combien d'argent vous devez disposer pour vous lancer et d'où cet argent provient. Entrent en jeu ici les investissements de départ, l'argent que vous apportez, les emprunts bancaires, le besoin en fonds de roulement. Le plan de financement se présente comme un tableau à 2 colonnes. D'un côté les ressources, c'est-à-dire l'argent que vous ou d'autres amenez, et de l'autre les emplois, à savoir à quoi est utilisé cet argent. Le tableau de trésorerie indique tout autre chose. Il n'est pas là pour dire si vous gagnez de l'argent ou pas, mais si vous avez suffisamment d'argent pour survivre le temps que vos clients vous paient. C'est donc à regarder avec extrêmement d'attention, le défaut de trésorerie étant une des principales causes de mort d'une jeune entreprise. Après, ne pas avoir trouvé son marché et se taper dessus entre associés. Pensez d'ailleurs, dans la réalité de votre projet, à mettre à jour votre tableau de trésorerie, éventuellement semaine par semaine pour la première année, en tenant compte des délais de paiement fournisseurs et clients, mais également de la TVA et de l'ensemble des taxes fiscales. Quelques astuces et conseils pour finir cette partie financière tant redoutée par l'entrepreneur. Attention à ne pas surestimer vos capacités. Un chiffre d'affaires à 6 € en 3 ans, ça rend méfiant. Ne vous embêtez pas trop avec de détails. Travaillez à la centaine d'euros près. Il faut que vous puissiez expliquer tous vos tableaux en 15 minutes maximum. Par ailleurs, prévoyez plusieurs scénarios et ne dites pas que celui qui est rentable au 14e mois est l'hypothèse basse. D'ailleurs, n'en présentez qu'un dans votre business plan, celui auquel vous croyez. Les autres ne sont que des exercices pour vous-même et votre équipe. Pensez également à diviser par 2 votre chiffre d'affaires et voyez ce que cela fait avant de décider quel prévisionnel financier vous allez intégrer dans le business plan. Et en dernier, soyez sûr de pouvoir expliquer absolument chaque chiffre de manière claire, simple et précise. Après tout pipeau sera remarqué, les chiffres ne pardonnent pas. C'est même un jeu pour certains, notamment les investisseurs, de chercher les incohérences dans les chiffres sans même creuser les aspects plus réels de votre projet entrepreneurial. L'idée est ici de montrer que l'on est conscient des problèmes que l'on risque de rencontrer et surtout que l'on a déjà prévu des réponses. Ou en tout cas, que l'on saura réagir si l'événement tant craint se produit. Par essence, tout peut foirer dans la création d'une entreprise et de nombreux facteurs de risque sont liés à la nature et au secteur même du projet. Néanmoins, on peut repérer certains risques plutôt classiques. Typiquement, les risques liés à la concurrence. De gros acteurs déjà présents qui pourraient se mettre rapidement à copier votre innovation. De nouveaux entrants sur le marché, vous rendant la tâche de différenciation très difficile. Les risques liés à la réglementation également. Nouvelle loi pas encore en vigueur ou mal maîtrisée. A l'inverse, possibilité d'un changement futur de loi. Activité plutôt borderline demandant d'être très prudent sur les aspects juridiques, etc. De même pour les risques technologiques. Utilisation d'une technologie pas encore éprouvée. On passe d'être dépassé. Problème de propriété intellectuelle. Facilité à être copié. Les risques sont nombreux. D'autres risques importants sont les risques humains. Une équipe pas suffisamment complète ou une équipe bien trop dense en compétences avec des profils plutôt similaires. Un projet reposant en grande partie sur une ressource humaine rare ou en pénurie, des problématiques sociales au sein de l'entreprise avant même le lancement commercial. Les risques liés à la taille du projet sont également à mentionner. Nécessité d'atteindre une taille critique pour l'entreprise par rapport au marché visé. Importance des fonds à engager et lourd investissement. Nécessité d'être en situation de monopole ne serait-ce que temporaire. L'internationalisation trop rapide. Des économies d'échelle difficiles à réaliser. Des difficultés à industrialiser les processus. La complexité de maillage d'un territoire donné. Pensez également à mentionner les risques commerciaux. Longueur du délai de prise de décision chez votre principal client, la complexité de l'organisation interne des clients ou tout autre élément. Les risques liés au secteur d'activité sont également nombreux. De grandes évolutions pourraient apparaître, une pression internationale. Vous êtes la mieux placée que moi pour savoir cela sur votre projet. Alors il est important de se montrer lucide quant aux risques liés à votre projet. Cela l'est tout autant de se montrer fort sur les réponses apportées. Les termes à employer ici sont notamment ceux d'innovation,
de niche, de communication décalée, de rapidité d'exécution, de lobbying, de low cost, bref, tout ce qui vous donne soit un avantage, soit ce qui limitera l'impact du risque lorsqu'il se produira. Au final, soyez lucide mais prévoyant. Sachez ce à quoi vous devez vous attendre, ayez déjà un plan pour contre-attaquer, ou mieux, pour prendre les devants. La perception de vous ou de l'équipe par le lecteur est un élément fondamental pour la crédibilité du projet dans son ensemble. On dit souvent d'ailleurs que les investisseurs se décident à 80% sur les gens qui portent le projet, et c'est très vrai. Dans ces conditions, bien vous présenter est une nécessité. Évitez la simple juxtaposition de CV pour mieux expliquer comment vous travaillez. Quel est votre parcours? Pourquoi vous pensez avoir ce qu'il faut pour réussir? Vous pouvez également ici inclure quelques données plus personnelles pour humaniser l'écrit dans son ensemble. Enfin, une vision plus élargie de l'équipe est nécessaire, à la fois à l'instant T, peut-être avez-vous de la famille, des stagiaires, des bénévoles, des salariés qui aident déjà au projet, et dans le futur, qui sont les profils qui arriveront, et comment sera organisée l'équipe dans les mois ou années à venir.